de l'ICF. On a décidé, en fait, au travers de nos données et avec l'expertise de ce groupe de travail de coachs très expérimentés de l'ICF, de regarder un peu plus loin sur le sujet du leadership féminin. Alors, leadership féminin que l'on met entre guillemets, parce qu'on prend un peu de distance avec cette notion, justement questionner au travers des données si ce qu'on estime être le leadership féminin parfois est un mythe ou une réalité. Alors, sans plus attendre, je vous propose de découvrir notre table ronde. Et notamment, je vais commencer par un petit groupe. Alors, on n'a pas pu avoir tout le groupe de travail qui a travaillé avec nous, mais on a 3 représentantes de choc de ce groupe de travail de l'ICF qui a travaillé avec nous ces dernières semaines. Et donc, je laisse Florence présenter l'ICF et se présenter. Très bien. Alors, je vais démarrer par présenter l'ICF pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est l'International Coaching Federation. C'est une association, une fédération de coachs qui a été créée en 1995. On a maintenant 50 000 coachs dans le monde entier, dont 1600 sur le chapitre France, que nous représentons toutes les 3, puisque nous sommes toutes les 3 au conseil d'administration. Et juste pour information, notre idée, c'est de promouvoir le coaching dans le respect d'un certain professionnalisme et d'une certaine éthique. Et dans le cadre de ça, on est impliqué dans des recherches, dans des événements sociétaux, dans des actions sociétales. Et c'est dans ce contexte que nous avons un partenariat avec Open Minds. Voilà. Et donc, pour moi, puisque tu m'as demandé de me présenter brièvement, je suis coach depuis 17 ans, ça ne me rajeunit pas, et je fais du coaching de cadre et d'équipe. Et j'ai une spécialité dans le leadership féminin sur lequel je suis impliquée depuis maintenant 13 ans. Voilà. Je passe la main. Merci Florence. Alexandra ? Oui, bonjour à tous. Alors, comme l'a expliqué Florence, je suis aussi coach professionnel d'appartenance, on va dire, à ICF, membre du conseil d'administration également. Je suis coach depuis 8 ans sur le champ de l'entreprise. J'encadre, j'accompagne des managers, des dirigeants, des équipes également, avec une spécificité sur le thème du leadership et du développement du potentiel créatif. Un programme. Merci Alexandra. Véronique ? Bonjour à tous. Voilà, Véronique Rosta, je suis coach adhérente de l'ICF depuis 10 ans et je suis effectivement membre du CA depuis 1 an et je coach depuis 12 ans. Et ma couleur de coach, c'est plutôt sur toute la dimension interculturelle. Et pareil, coach de dirigeants et de cadres. Voilà. Superbe. Alors, on a effectivement également des représentants de l'équipe Open Mind. Alors, je le dis tout de suite, il y a des gens qui ont travaillé sur cette étude qui ne sont pas sur ces tables rondes, mais on leur fait un sacré coup de chapeau. Je vais laisser Nicolas se présenter. Merci Clarisse. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Bassan, je suis psychologue du travail de formation. J'ai des expériences dans la recherche et je suis spécialisé sur les interventions de pleine conscience et chez Open Mind, je m'occupe de la partie science et innovation. Donc, votre humble serviteuse, comme on dit, Clarisse, moi je suis Chief Executive Officer chez Open Mind, que j'ai rejoint il y a 1 an et demi, mais l'entreprise existe depuis plus longtemps. Et j'ai un passé de cadre dans la transformation dans de grandes entreprises en tant que directrice du digital. Alors aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, une petite introduction sur d'où viennent ces données et pourquoi on a un regard différent dans cette étude et dans les données qu'on va vous présenter. Ce sur quoi on s'est appliqué à regarder dans cette étude avec notre groupe de travail de l'ICF, c'est finalement les biais de seconde génération, c'est-à-dire les biais qui sont les croyances, les références culturelles qu'on a tous incorporées dans nos modes de fonctionnement, dans nos comportements, et qui, sans qu'on en soit forcément conscient, vont pouvoir mettre des barrières aux ambitions des femmes et également à leur épanouissement dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, ce qu'on a regardé au travers de nos données, c'est
justement qu'on ne peut pas voir à l'œil nu ou ce qu'on a du mal à voir à l'œil nu, puisqu'on a tous un miroir déformant sur soi-même. Et ce qu'on voit pour les femmes, c'est que quand on regarde nos données, le miroir est particulièrement déformant. En tout cas, il y a des similarités, des différences surtout entre la population des hommes et des femmes, et c'est ce qu'on va vous présenter. Alors, comment on regarde derrière ce miroir? Eh bien, les données dont on parle viennent de notre suite d'outils qu'on a mis quelques années à créer, donc issus de la science et de la recherche en neurosciences, avec qui des partenaires académiques avec qui on a construit notre boîte à outils qui nous permet d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement des compétences de bien-être et de performance. Donc, on a travaillé notamment avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, on vous en parlera tout à l'heure, également avec des laboratoires du CNRS. Et l'ambition qu'on a, en fait, c'est d'utiliser toute cette recherche en neurosciences pour créer de nouveaux outils scientifiques et expérientiels pour développer les compétences de manière accélérée. Alors, on a effectivement des coachs qui aujourd'hui nous accompagnent et qui sont certifiés, formés sur nos outils. On a un partenariat avec l'ICF qui n'est pas exclusif. On a aussi beaucoup de coachs qui sont avec nous et qui ne sont pas forcément adhérents de l'ICF, même si on valorise beaucoup ce partenariat. Alors, quels sont nos outils et quelles données on peut en tirer? Eh bien, nous avons créé des outils à partir du jeu vidéo, de la mise en situation. On va mettre toute personne qui est accompagnée grâce à nos outils, dans les entreprises notamment, dans des situations par le jeu, qui vont être soit en ligne, soit en réalité virtuelle. Et ce n'est pas tout. L'idée, c'est aussi de collecter tout un ensemble de données dans ces mises en situation précises, qui vont être par exemple des mises en situation de stress, de challenge, de concentration ou de coopération. Et on va aller collecter beaucoup de données comportementales, voire physiologiques, c'est-à-dire des données issues de capteurs, où on va aller regarder comment réagit le corps dans ces situations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi effectivement collecter les perceptions de la personne par des questionnaires psychométriques un peu classiques, et on va comparer ces données comportementales et physiologiques aux perceptions. C'est ça qui nous permet d'avoir toute une batterie d'indicateurs et après évidemment d'exercices aussi pour développer la gestion des émotions, l'agilité cognitive face à l'incertitude et aussi la capacité à interagir de manière authentique avec ses collaborateurs ou avec ses collègues. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Nicolas pour nous expliquer quelles données on a pu utiliser dans cette étude. Merci Clarisse. Donc les données qu'on va vous présenter par la suite, elles sont issues d'un échantillon qui provient de notre base. Cet échantillon, il est composé de 190 personnes avec une dispersion assez importante de l'âge, parce qu'on va de 20 ans à 76 ans, avec un âge médian qui est autour de 43 ans. Et on a 76 femmes sur ce groupe. À savoir que toutes les données qu'on va vous présenter ont pardon, j'ai un peu de mal, en tout cas sont significatives statistiquement, selon des critères standards. Donc, il y a moins de 5% de chances que ces résultats soient dus au hasard, comme il est classique de présenter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec la première partie. Donc, vous allez voir, on a 4 biais qu'on va tenter d'analyser, d'explorer, voire de déconstruire, des biais que les femmes ont sur elles-mêmes. Donc, le biais numéro 1 est le suivant, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver. Donc, je vous rassure, c'est un biais qui n'est pas exclusivement féminin, on peut le voir aussi chez les hommes, mais déjà, il se présente assez différemment et il est particulièrement présent chez les femmes. Et donc, sans suspense, hein, c'est un neuromythe. Donc, pour vous présenter les résultats de notre base, ce qu'on observe, c'est 2 différences assez importantes. Premièrement, le sentiment d'efficacité qui est inférieur de plus de 10 points chez les femmes. Donc, le sentiment d'efficacité, c'est la croyance en sa propre capacité à relever un challenge. Donc c'est une différence qui est
très importante. Et le second point, c'est le sentiment d'autonomie, qui est bien un sentiment, hein, et donc qui est inférieur de plus de 11 points pour le coup, pour les femmes par rapport aux hommes. Donc, on a voulu explorer un peu cette notion. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, on a vu que le sentiment d'efficacité et le sentiment d'autonomie étaient inférieurs chez les femmes. Et ce qu'on observe, c'est que chez les femmes qui ont un sentiment d'autonomie et d'efficacité les plus faibles, on a également d'autres critères qui sont impactés, comme le sentiment de compétence ou encore le sentiment d'isolement social. On sait que ça va aussi avoir un impact, donc ça c'est pour l'impact sur la performance, on sait qu'on va aussi avoir un impact sur le bien-être et la santé. Et donc là, les relations sociales épanouissantes sont inférieures de manière très significative pour ces personnes-là qui ont un sentiment d'efficacité et d'autonomie le plus faible. Et ce qu'on observe, c'est aussi des comorbidités avec des troubles de l'humeur et anxieux. Si on extrapole à ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur, ou en tout cas un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas avoir suffisamment de compétences pour relever les challenges auxquels on est confronté. Évidemment, ça, c'est des croyances qu'on a mesurées, parce que quand on regarde les performances objectives à nos jeux, par exemple, on ne voit pas de différence significative entre les hommes et les femmes. En termes de solutions qu'on peut apporter, puisqu'on va essayer aussi d'apporter des solutions à chaque fois pour chaque problématique identifiée. Premièrement, c'est la sensibilisation sur les biais, en confrontant effectivement les croyances que quelqu'un peut avoir sur des mesures plus objectives qu'on peut faire. Et donc d'aller mettre finalement en lumière un sentiment d'efficacité qui serait en fait plus faible que l'efficacité réelle. D'autres aspects pour développer ce sentiment d'efficacité qui sont connus en sciences, c'est l'utilisation, notamment en TCC, d'aller, pour le dire rapidement, célébrer les succès, mais vraiment prendre le temps d'observer ses réussites, du coup de développer la confiance. Et enfin, ce qui est un des vecteurs principaux de ce sentiment, c'est l'apprentissage social. Le terme technique, c'est vicariant. C'est-à-dire aller observer comment font les autres qui réussissent et puis copier, en tout cas s'inspirer de leur manière de faire. Donc, comment on peut transposer ça dans le milieu d'une entreprise? Ça peut être par la mise en place de co-développement entre pairs, en particulier pour les femmes, pour pouvoir apprendre les unes des autres. Merci Nicolas. On va peut-être faire réagir notre panel d'expertes. Donc, revenir en arrière sur la slide. Merci. Je me tourne vers Alexandra, Florence, Véronique. Quels sont en fait, est-ce que déjà c'est quelque chose que vous voyez systématiquement? Comment ça se manifeste chez les femmes et puis comment vous l'expliquez? Si, si Florence, tu veux commencer? Ok, je vais démarrer. Il y a des. Alors, on constate En fait, ce qu'on constate, c'est pas nécessairement le syndrome de l'imposteur, c'est l'idée d'être invisible et de ne pas se sentir assez. Et il y a des études là-dessus, Budworth and Mary en 2010. Mais c'est juste pour moi, en fait, ça viendrait des biais. Et donc, je vais juste parler quelques minutes des in-groups et des out-groups. Dans la façon dont fonctionne notre cerveau et dont on trie les informations et on le fait de manière consciente et inconsciente, on a besoin de comprendre les 40 millions d'informations qu'on a ou les 11 millions d'informations qu'on a à la seconde, et on est capable d'en comprendre que 40 de manière consciente. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait des associations et automatiquement, on trie les gens et on les classifie dans nos in-groups ou nos out-groups. Donc, les in-groups, c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont quelque chose qu'on a en commun. Ça peut être le genre, mais ça peut être aussi les études, venir de la même ville, de la même région. Et on sent comme une sorte d'affinité avec eux. Et donc, on a tendance à les voir différemment que les out-groups qui seront donc des gens qui seront différents. Faut savoir qu'au niveau des IRM, on a une réaction différente à des gens qui font partie de nos in-groups et des out-groups, et ça se voit au niveau du cerveau. Et donc, on a une réaction équivalente à une notion de peur
avec les out group. Et au final, on juge donc les gens différemment, puisque les gens de nos in group, on va les juger sur leur potentiel, alors que les gens de nos out group, on va tout de suite les considérer moins compétents et et en plus, donc on les considère moins compétents et ensuite on ne les juge que sur leurs résultats. Et ça, c'est une des explications qui pourrait expliquer, puisque dans le monde professionnel, les hommes restent la majorité. Je veux dire, le stéréotype du groupe dominant, c'est l'homme blanc caucasien d'une quarantaine d'années. En toute franchise, ce sont les études qui le montrent. Quand on ne correspond pas à ce groupe-là, on peut donc avoir une autre perception. Et la perception, ce serait donc qu'au niveau des femmes, elles ne se sentent pas assez parce qu'elles ont toujours, c'est comme si elles étaient invisibles, parce que quand elles disent quelque chose, on ne les entend pas, parce qu'elles font partie des groupes minoritaires. Je vous donne juste un petit exemple. Dans une réunion, ça va peut-être vous parler aux uns et aux autres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un d'un groupe minoritaire, enfin non dominant, donne remarque, donne une idée, personne ne branche, et puis quelques minutes plus tard, quelqu'un qui correspond au groupe majoritaire, au groupe dominant autour de la table, donne la même idée, et là tout le monde s'extasie en disant « super idée, vraiment génial, j'y avais pas pensé ». Et typiquement, c'est ce qui peut arriver aux femmes, c'est l'exemple typique on reconnaît quelqu'un du in-group par rapport à quelqu'un de l'out-group. Voilà, un petit exemple parlant. Donc, c'était juste une petite illustration de ce qui pourrait expliquer pourquoi les femmes ne se sentent pas nécessairement à la hauteur et ce qui provoquerait un petit décalage au démarrage. Je crois qu'il y a des réactions sur ton exemple, +1, dit Cynthia. Voilà. Véronique, Alexandra, vous, qu'est-ce que vous observez dans les femmes que vous accompagnez, auprès des femmes que vous accompagnez ça se manifeste comment ? Je vais prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce que je vois souvent, c'est que quand il y a un 360 ou des objectifs qui sont fixés par le manager de la femme, bien souvent, il y a quelque chose autour de augmenter sa visibilité. C'est un peu l'autre côté de la pièce, si je puis dire. Et donc, effectivement, les femmes se mettent en retrait ou sont considérées comme en retrait par rapport à ce que disait Florence à l'instant. C'est-à-dire que elles sont moins visibles parce que, on les voit, on fait pas d'effort pour les voir, et deux, c'est plus difficile pour elles d'être visibles parce qu'en particulier, leur syndrome de l'imposteur, si on veut, mais ce sens de je suis pas forcément compétente pour dire quelque chose en réunion. Et donc, un peu en retrait. Et puis, c'est aussi, on a remarqué que c'est le timbre de la voix. Les voix de femmes sont moins puissantes, tout simplement. Et elles ont plus de mal littéralement, au sens propre, à se faire entendre. C'est quelque chose que j'ai, surtout, alors à distance, c'est encore pire. C'est amusant parce que depuis tout à l'heure, on parle de miroir, on parle de visibilité, de choses finalement très sensibles et autour du regard, quoi. Tout à fait. Oui, et une manière de le traduire pour compléter ça, c'est peut-être dans le oser y aller, c'est-à-dire comment les femmes vont franchir le pas de la perception d'un plafond de verre qui est souvent aperçu bien avant la perception des hommes dans le monde de l'entreprise. Et puis, il y a l'exemple typique du poste, de comment je postule à un poste, à un emploi, avec des études à l'appui qui montrent que pour postuler à une annonce, les femmes vont penser qu'elles doivent regrouper au moins, je ne sais plus les chiffres exacts, mais ça se retrouve facilement, 90% des compétences, alors que les hommes vont y aller peut-être avec 70 ou 60% des compétences. Donc, un oser y aller qui est beaucoup, beaucoup plus limité et qui va demander un travail sur les croyances, sur vraiment les perceptions à la base. Ça, c'est intéressant. Donc, Nicolas a donné quelques pistes qu'on peut retrouver dans la littérature sur qu'est-ce qui marche. Et selon vous, avec votre expérience complète sur le sujet, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une femme à dépasser ses croyances, à oser, en fait? Je vais bien prendre la suite, puisqu'on a l'impression qu'on tourne. Je vais reprendre l'exemple de Véronique en disant je n'ai pas les compétences pour parler lors d'un meeting. Il y a un outil qui est très puissant qui permet de challenger ses croyances et la boucle émotionnelle. Donc, si cette femme a l'impression qu'elle n'a pas les compétences pour parler dans un meeting, à votre avis, comment est-ce qu'elle se sent au niveau émotionnel?
Je vous laisse réfléchir. Mais enfin, typiquement, quand on pose la question aux femmes, elles vont dire, je me sens pas en confiance, je me sens nerveuse, je suis anxieuse, je me sens pas bien. Donc, typiquement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de son comportement? Elle va plutôt avoir tendance à se renfermer, à pas parler, puisqu'elle se sent pas à l'aise. Et donc, au niveau de ses actions, elle va pas parler au meeting. Donc, c'est comme une boucle qui renforce sa croyance initiale. Et donc, l'idée, c'est de changer sa croyance initiale et de lui montrer que et lui poser la question, si tu pensais que tu avais quelque chose à apporter, même tout petit dans un meeting, comment tu te sentirais? Je dirais, je me sentirais enthousiaste, à l'écoute. Enfin, je vous donne les réponses que j'ai régulièrement, hein. Enthousiaste, à l'écoute, intéressé, enfin, partons. Au niveau de son comportement, on ne peut pas affirmer qu'elle parlera. Par contre, si l'opportunité se présente et que ça correspond à quelque chose où elle a quelque chose à dire, elle le fera. Et du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de sa croyance? Elle en sort renforcée. Donc, c'est pas mal un travail sur les croyances qui permet, en général, aux femmes de passer au-dessus de je ne suis pas assez et donc de s'accepter. C'est une des façons de faire quand on coach. Quand on travaille avec l'organisation, on peut aussi travailler avec les managers quand ce sont des hommes et travailler sur les biais directement. Ça, c'est le point numéro 1 de Nicolas, la sensibilisation sur les biais, que ce soit les siens ou ceux des autres. Tout à fait. Alexandra, Véronique, vous avez une autre solution magique sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Alors, je vais juste rebondir en fait sur le magique parce que évidemment, c'est la petite taquinerie, mais tout ça, c'est évidemment pas magique et ça peut prendre du temps. Et cette notion de temps, elle est sûrement importante aussi en organisation pour changer la mentalité et pour accompagner les femmes. C'est-à-dire que c'est très rare quand voilà, une femme va changer de mindset en 6 mois, etc. Et ça va et souvent, enfin, à mon avis, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que l'organisation, elle a un rôle à jouer dans le temps imparti à l'accompagnement et à la sensibilisation et à l'accompagnement de tout ce travail en fait sur le leadership féminin. Je vais peut-être me tourner maintenant vers les questions ou les réactions. On peut prendre 5 minutes de réactions ou de questions de détails parmi nos participants. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro ou poser une question dans le chat comme vous le souhaitez. Bonjour, Agnès Grisard. Alors, je suis coach PCC adhérente et enthousiaste pour ICF. Je suis également superviseur de coach. En entendant ces problématiques, alors ça résonne avec ma première partie de vie professionnelle femme dans le monde du génie civil, voilà, où j'étais régulièrement la plus jeune et la seule femme, et où j'avais pas du tout les outils et la connaissance de moi que j'ai aujourd'hui. Pour autant, quand j'entends vos témoignages, mesdames, de coach par rapport à vos clients, puisque c'est ça votre témoignage et votre fenêtre sur ce monde et sur cette question du leadership au féminin, je m'interroge sur les biais de regarder par cette fenêtre-là. J'ai des clients, alors notamment en individuel, hommes, femmes, qui partagent cette question de je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas suffisamment bon, je ne suis pas suffisamment bonne, et je dirais, de mon point de vue, indifférencié homme-femme. Quand on reçoit quelqu'un en coaching, peut-être que ça, c'est déjà une clé de tri, entre guillemets. Voilà, donc c'est plus un témoignage et un questionnement autour de qu'est-ce qu'on observe et quels sont nos propres biais d'observation par rapport à ce sujet-là. Très bonne remarque. Merci Agnès. Je pense que Nico peut peut-être réagir sur cette. Enfin, tu l'as mentionné tout à l'heure, Nicolas. Tu as dit que voilà, c'était pas que l'apanage des femmes. Avoir un déficit de confiance en soi, ça pouvait se trouver partout. Pour autant, on a quand même dans notre base de données un écart qu'on arrive à mesurer en moyenne chez les hommes versus chez les femmes. Donc, je ne sais pas si tu veux commencer ce point. Peut-être, ce sera plus un commentaire empirique que basé sur nos données, de ressenti et de ce que j'ai pu voir aussi parmi les gens qui sont venus chez Open Mind. Peut-être pour les hommes, je vais redire un mot qui a été un peu nuancé par la suite, mais on va dire qu'il y a une espèce de syndrome de l'imposteur qui va s'installer, mais qui ne va pas forcément venir empêcher la prise de risque ou la prise de poste.
c'est-à-dire que les hommes vont peut-être plus oser, d'une certaine manière, à juste ou à mauvais titre, hein, mais prendre un nouveau poste. Et ensuite, ils vont se dire, oulala, mais en fait, j'ai pas les compétences pour, etc. Peut-être qu'une femme, elle va plutôt en amont avoir des croyances avant même de pouvoir oser prendre ce poste-là. Voilà, c'est plus un commentaire. On n'a pas de données. J'ai pas les connaissances Il y en a. littérature sur ce sujet-là. Je veux bien, il y en a une. Il y en a des données. Ok, bah, si tu les as, vas-y, avec plaisir. Ouais, au niveau du CF et du Thought Leadership Institute, le docteur Andromachi Athanasopoulou, elle fait des études sur les femmes leaders. Et il y a une chose qui est ressortie et qui n'existait pas de la même manière au niveau des hommes et des femmes leaders. Alors, tout est en anglais, mais c'est ce qu'elle appelle la self-acceptance. Et donc, c'est l'idée de je peux être un bon leader. Apparemment, il faut beaucoup plus de temps à la femme pour l'accepter, voilà, que les hommes, et ce serait une différence. Et ça pourrait venir, ça pourrait, parce que c'est pas démontré, un impact direct des biais, puisque un homme est déjà considéré comme un leader, alors qu'une femme doit toujours le prouver. Puisqu'on vient sur ces idées d'outgroup. C'est une explication, c'est pas la seule, mais ça ne veut effectivement pas dire que les hommes n'ont pas des syndromes d'imposteur. Tous les coachs ici pourront témoigner. On en a aussi qui travaillent sur ces sujets-là, évidemment. En tout cas, dans ce que tu dis, Nicolas, il y a probablement aussi un impact sur les comportements de la même problématique qui n'est peut-être pas la même entre hommes et femmes. Ça ne va pas se traduire de la même manière, d'où l'idée de travailler sur les situations, des boucles émotionnelles, etc. Nicolas, on a aussi des questions sur les données de la part de Séverine. Elle nous demande comment comprendre le chiffre plus 21% de sentiment d'isolement social. Alors, et notamment le fait que ce soit un chiffre positif par rapport à un négatif. Alors ça, c'est la manière dont est tourné l'indicateur. Ouais. Et également le lien potentiel entre ce sujet et le burn-out. Oui. Alors, déjà pour le signe du chiffre, en fait, c'est juste la différence qui est positive pour le coup. Mais voilà, l'isolement social, c'est pas un facteur souhaitable à développer. C'est plutôt un facteur qui va entraîner de la souffrance. Donc, on va dire que c'est logique. Hein. C'est-à-dire que moins de sentiments d'efficacité, moins de sentiments d'autonomie peut conduire à l'isolement. Et bon, c'est plutôt ce que semblent montrer nos chiffres. Et ensuite, effectivement, on peut penser que ce chiffre peut, c'est une bonne hypothèse hein, de dire que ce chiffre peut expliquer des burn-out. Alors, une hypothèse, ça se teste, mais en tout cas, ça semble plutôt pertinent de faire cette hypothèse-là. Dans une autre étude qu'on a publiée il y a 6 mois, il y avait effectivement un rapport entre le sentiment d'isolement social et c'est un marqueur de stress et d'anxiété. Hein. Oui, tout à fait. Et on peut passer peut-être au biais suivant. Au biais 2, ouais. Il nous reste effectivement 2 biais particulièrement intéressants sur les émotions. Ouais. Du coup, donc là, on va commencer à s'intéresser à nos capteurs qui mesurent le système nerveux. Le biais numéro 2, c'est en lien avec les émotions. C'est la croyance que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Hein, et on a tourné de la manière suivante. Je me laisse plus facilement déborder par mes émotions que mes collègues masculins. Et donc là, effectivement, c'est également un neuromythe, comme le premier. Si on peut aller à la slide suivante. Donc ça, c'est un score de réactivité émotionnelle. Pour vous l'expliquer rapidement, c'est un score qui est issu des capteurs qu'on va mettre sur les individus pendant qu'ils sont en situation en réalité virtuelle. On va mesurer à quel point leur système nerveux réagit face à un stimulus. Et donc, plus le système nerveux réagit, plus la réactivité émotionnelle est intense. Et ce qu'on observe, c'est que, objectivement, dans la mesure, on n'a pas de différence significative homme-femme. On a une petite différence, mais qui statistiquement n'existe pas, hein, qui tendrait à dire que les hommes sont même plus réactifs que les femmes. Mais par contre, quand on regarde subjectivement,
Donc, ce que disent les hommes et les femmes sur leur propre réactivité, effectivement, les femmes pensent réagir plus que les hommes, et ça d'environ 10 points, plus 9,7%. Donc, ce que ça signifie, c'est que les femmes pensent être plus sensibles que les hommes, alors qu'en fait, objectivement, quand on mesure, elles ont une sensibilité nerveuse qui est à peu près égale. Peut-être pour compléter ce score, on est allé, alors s'il faut rester juste avant, on est allé regarder plus précisément ce que cela signifiait. Est-ce qu'on peut se dire effectivement, est-ce que finalement c'est les femmes qui sont dans le faux, en fait, qui s'évaluent mal? Et en fait, non, c'est plutôt les hommes qui vont avoir tendance à se déprécier. C'est-à-dire que les hommes vont avoir tendance à assez mal juger leur niveau d'activation émotionnelle, à penser que leurs émotions sont moins intenses qu'elles ne le sont en réalité. Donc ça, on peut aussi l'expliquer par des biais culturels, où l'émotion, culturellement, est plutôt quelque chose qu'on va prêter aux femmes, et surtout demander aux hommes de ne pas trop en avoir. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt retrouvé dans nos données. Donc ça, c'était pour l'aspect réactivité. Et un petit passage par la régulation, donc sur la slide suivante. Même si là, on n'a pas de différence, c'est quand même intéressant de noter qu'on n'a pas de différence aussi sur la régulation émotionnelle. Donc, une fois qu'on a réagi à un stimulus, on va regarder si la personne arrive à se réguler, donc arrive à adapter sa réaction pour que cette réaction soit utile et qu'elle ne se laisse pas déborder par celle-ci. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à peu près un niveau de régulation émotionnelle équivalent, que ce soit objectif ou subjectif pour les hommes et pour les femmes. Donc voilà, je ne sais pas, Clarisse, peut-être qu'on peut faire un petit commentaire là-dessus avant de passer au biais numéro 3. On peut. Petite réaction dans le... Florence, alors c'est la première partie des émotions. Après, on va regarder. Donc ça, c'est plutôt ses émotions à soi, et après, comment on utilise son intelligence émotionnelle avec les autres. Et peut-être une petite réaction à ce stade de Florence, Alexandra, Véronique. Si Véronique, tu veux nous... Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Ça parle de soi-même, quelque part. Voilà, en fait, ça parle de soi-même, et que c'est intéressant de voir que c'est l'extérieur qui dit aux femmes, vous êtes trop émotionnelles. Elles l'ont intégré quelque part, dans leur propre perception d'elles-mêmes. Voilà. Est-ce qu'on peut juste parler d'un petit modèle mental qu'il y a au niveau des entreprises et des émotions? Parce que les modèles mentaux, c'est ce qui nous met dans nos in-groups et nos out-groups. C'est juste pour rappeler peut-être quelque chose, et je vous le laisse pour vous, et vous comprendrez, je vais revenir. De quel genre on accepte mieux la colère, et de quel genre on accepte mieux montrer l'émotion, la sensibilité? Et donc, ça veut dire que typiquement, en général, on accepte mieux la colère des hommes et la sensibilité, l'émotionnalité, enfin, je ne sais pas si ça se dit, des femmes. Mais quand un homme montre de l'émotion, on a tendance à le voir faible, et quand une femme montre de la colère, on a tendance à la juger aussi négativement. Donc, je voulais juste, c'est un petit rappel de montrer qu'on ne voit pas les gens de la même manière, et on ne les juge pas sur la même chose. Là, on est au cœur, effectivement, de croyances sociales, enfin, de représentation sociale. Nico, tu peux continuer sur le biais numéro 3, et puis on fera réagir ensuite. Clairement. Du coup, le biais numéro 3, donc là, on reste sur le champ de l'émotion, mais on l'intègre dans la relation à l'autre. Et donc là, le biais numéro 3, c'est mon empathie est une faiblesse dans mon travail. Donc là, on a un résultat mitigé, et on va vous expliquer pourquoi. Donc, quand on regarde nos données, la première chose qu'on voit, et ça c'est corrélé avec les recherches, si on peut passer à la slide suivante, c'est que les femmes ont effectivement une meilleure empathie que les hommes. Donc, recherche de soutien émotionnel plus élevé de 10 points, sentiment d'appartenance qui est plus élevé de quasiment 10 points également, moins d'indifférence aux autres, et puis plus de pleine conscience envers les autres, pleine conscience qui peut être définie comme j'arrive quand quelqu'un vient vers moi avec beaucoup d'émotions, j'arrive à écouter ces émotions-là, à y être présent,
sans me laisser totalement absorber par celle-ci, simplement en étant présente à cette personne qui exprime des émotions. Donc clairement, là, sur ces 4 dimensions qui sont très en lien avec l'empathie, on voit que les femmes ont des scores qui sont significativement plus élevés que les hommes. Ça a été montré dans la recherche, ça a été montré aussi dans une recherche qu'on a fait avec Open Mind. Si on peut aller à la slide suivante, et je vais vous en toucher 2 mots, parce que c'est assez intéressant par rapport au sujet qu'on traite aujourd'hui. Donc, c'était le projet Animate, qu'on a mené avec l'Institut de recherche médicale des armées. Donc, l'idée, c'était d'aller étudier l'empathie, en fait, en regardant l'analyse d'un visage en suivant le regard d'un individu. Donc là, ce que vous voyez, c'est une trajectoire de quelqu'un qui regarde un visage et on va identifier des régions d'intérêt. On va regarder où est-ce que la personne va détecter l'émotion et puis on va contrôler son niveau d'empathie en parallèle. Et donc, ce qu'on a observé en faisant cette étude, c'est effectivement que les femmes ont globalement un meilleur niveau d'empathie que les hommes. Elles sont capables de passer à la fois d'une empathie très cognitive, donc j'arrive à me mettre à la place de ce que pense l'autre d'un point de vue mental, mais elles sont aussi meilleures sur le plan émotionnel et surtout meilleures sur le plan émotionnel. J'arrive à mieux comprendre ce que ressent l'autre et surtout à passer de l'un à l'autre. Les hommes ils sont un peu bloqués dans la partie mentale. En tout cas, c'est ce qu'on a observé. Et sur l'aspect exploration d'un visage, ce qui est intéressant, et vous pouvez peut-être faire l'expérience, vous, dans votre quotidien, faire attention à votre regard, mais si tout ça se passe très vite, hein, quand vous regardez le visage de quelqu'un. Exploration active versus passive. Donc, une exploration active, ça démontre une empathie plutôt mature. Donc, ça veut dire qu'on va aller regarder précisément les zones du visage qui permettent l'identification d'une émotion, c'est-à-dire les yeux, la bouche et ce qui se passe autour du nez. On passe d'une zone à l'autre avec beaucoup de dynamisme par rapport à une personne qui est plutôt passive et donc là qui va avoir moins d'empathie, qui va rester finalement plus longtemps sur des zones qui ont peu d'intérêt. Donc ça, c'était une étude qui corrobore plutôt les données qu'on a tirées de notre base de données. Peut-être pour aller sur la partie impact et solutions, donc la slide suivante. Donc, en termes d'impact, ce qu'on sait, c'est que l'interoception, qui est la capacité à écouter son corps, qui est vraiment fondamentale dans la régulation émotionnelle, hein, est corrélée à une meilleure performance business. Ça, c'est une étude assez intéressante qui a été faite à la City à Londres, où on a vu que des traders qui étaient capables de bien écouter leur rythme cardiaque avaient un meilleur PNL que les autres. On peut le comprendre de plusieurs manières, hein, mais l'hypothèse générale, c'est que dans un environnement avec beaucoup de variables qui est complexe, en fait, être capable d'être à l'écoute de ses émotions, c'est une aide. Ça ne veut pas dire qu'on réagit forcément de manière impulsive, au contraire, hein, on les écoute et ensuite on prend une décision délibérée et volontaire, mais on est capable de les écouter, on ne les met pas de côté. Et puis, 2 autres études plutôt sur l'empathie, là, qui démontre clairement que l'empathie est un des meilleurs prédicteurs de performance quand on travaille en groupe. Une première étude de 2010 où on a comparé l'empathie avec le QI. Et au sein d'un groupe, il vaut mieux avoir des gens qui ont beaucoup d'empathie que des gens qui ont des QI très élevés mais peu d'empathie. Hein. Ça va déboucher sur une meilleure performance. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que, donc là, c'était il y a 5 ans, 2014, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, il y a presque 8 ans. Les liens émotionnels sont un des meilleurs prédicteurs de performance d'une équipe. Donc, effectivement, quand on est surtout dans un environnement compétitif et que les informations commencent à avoir beaucoup de valeur, quand on transmet une information, si on le transmet seulement sur le plan informatif et pragmatique, on va avoir du mal à nuancer cette information, à lui donner l'importance qu'elle a, que ce soit une importance élevée ou pas. Hein. Et du coup, l'émotion permet d'apporter cette nuance et ces précisions-là. En tout cas, c'était
les hypothèses des auteurs quant aux résultats de leur étude. Donc ça, c'est en termes d'impact. Pour revenir sur le biais, donc on disait mitigé. En fait, pourquoi mitigé? Parce qu'effectivement, les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Donc ça, c'est un premier biais, mais qui s'avère plutôt avéré. Par contre, l'empathie est un véritable vecteur de performance. Donc c'est en ça que c'est mitigé. En termes de solutions, ce qu'on observe, c'est que ce qui est intéressant finalement, c'est d'aller développer les compétences féminines chez tous. En tout cas, si on parle d'empathie et de régulation émotionnelle comme compétences féminines, ce qui pourrait être intéressant aussi, et on l'a vu avec l'étude précédente, c'est d'apprendre aux hommes finalement à être plus à l'écoute de leurs émotions, à moins les sous-estimer, à pouvoir les exprimer. Les exprimer, ça veut dire le faire de manière adaptée, hein, mais ça demande des connaissances et aussi de l'expérience là-dedans, donc il y a peut-être un changement de culture. Et puis, enfin, peut-être changer du coup de manière plus systémique la culture managériale et la représentation des leaders qui ne doivent pas être des héros à la Superman, mais qui doivent plutôt être des gens qui arrivent à faire preuve d'empathie, d'écoute des émotions des autres et puis aussi d'expression de ses propres émotions. Moi, j'ai envie de faire réagir notre panel, parce que finalement, alors moi aussi je suis biaisée, comme dirait Agnès, elle a raison sur le fait d'être une femme, mais moi ça me paraît une évidence que l'empathie est une force, même si elle n'est pas encore totalement mise comme telle dans les référentiels de leadership dans les entreprises. Est-ce que c'est en train de changer en fait? Est-ce qu'on voit des nouveaux référentiels de leadership qui peut-être remettent à leur juste place les émotions, qui ont beaucoup été reléguées dans la sphère privée? Et comment est-ce que ça change en fait? Est-ce qu'on voit les choses changer aujourd'hui? Moi, j'ai envie de parler d'intelligence émotionnelle qui est mentionnée comme une des qualités à développer actuellement en leadership et qui montre bien que finalement, il y a des choses qui évoluent et qui changent, puisqu'aujourd'hui, voilà, c'est largement développé en termes de formation et d'accompagnement dans les entreprises. Je suis complètement d'accord avec Alexandra, mais parfois, il y a un peu de poétiquement correct là-dedans. C'est-à-dire que c'est dit, mais ce n'est pas forcément fait. Donc, il y a encore du travail sur… passer aux actes. Voilà, passer aux actes, en particulier à la colonne de droite de la slide qu'on a devant les yeux. D'accord. Alors, je vais l'aborder légèrement différemment et je vais dire que ça explique tout ce courant de développement du leadership sur l'authenticité, que ce soit homme ou femme, puisque l'on pousse à ce que les femmes expriment tout leur zèle, puisqu'on sait que c'est ce qui fait, c'est la diversité et le fait qu'elles puissent pouvoir montrer toutes leurs capacités, y compris ces capacités empathiques qui font la différence quand il y a mixité au niveau des conseils d'administration et des comités exécutifs. Et c'est la même chose au niveau des hommes, au niveau du leadership, puisqu'on parle beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité, et c'est-à-dire d'être humain, de montrer qu'on n'est pas un super-héros, qu'on n'est pas le leader des années 80-90 qui était celui qui prenait les décisions pour tout le monde, qui donnait la direction et hop, on y allait. Et on voit maintenant, on travaille beaucoup plus dans l'idée d'émergence et il y a aussi dans l'idée d'être humain, d'être vulnérable et de montrer la totalité de sa personnalité. Donc pour moi, ça renvoie, c'est vrai pour la femme, mais je pense que ça renvoie à différents aspects de l'authenticité au niveau du leadership qui sont légèrement différents à développer pour l'homme et la femme, mais qui sont réellement là et qui, dans les deux cas, vont faire qu'on avance et que ça a un sens, ça a du sens pour tout le monde. Et c'est lié effectivement à l'intelligence émotionnelle. Mais pour moi, c'est l'aspect vulnérabilité et authenticité qui est important. De moins se cacher, de se cacher le moins possible derrière des façades ou des façons d'être parce que ça correspond à ce qu'on attend. D'accord. Ouais. Donc effectivement, on va bien au-delà du sujet de leadership féminin ou quoi. Là, on est sur le leadership authentique et ça concerne tout le monde. Et c'est bon pour la performance. Complètement. Que dans les participants, il y a des questions. N'hésitez pas à les poser directement. Il y a Stéphanie qui parle de la maîtrise des émotions, enfin qui est une injonction par les hauts dirigeants à une demande, pour reprendre ces mots, de devoir maîtriser ses émotions. Effectivement,
Caroline lui répond, je commente le chat, qu'il y a souvent une confusion entre la bonne gestion des émotions et le contrôle. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Caroline, hein. Quand on parle de maîtrise des émotions, le mot maîtrise est tout à fait mal adapté. Une émotion, ça ne se maîtrise pas forcément, puisqu'une émotion, ça peut émerger. Parfois, ça peut être aussi très intense. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est la manière dont on va l'exprimer, cette émotion. Donc, il y a une différence entre j'accepte de ressentir l'émotion telle qu'elle est, et puis je vais l'exprimer d'une manière adaptée à mon interlocuteur ou d'adapter à mon environnement. Et ça, c'est différent. Donc, évidemment, il faut arriver à travailler et à comprendre ses émotions. Et ça, c'est tout le travail de la régulation émotionnelle pour faire en sorte qu'elle ne nous submerge pas et qu'elle ne nous fasse pas agir de manière impulsive. Mais c'est différent d'un aspect de contrôle, de maîtrise qui, finalement, en fait, est assez délétère à moyen et long terme. Si je peux rajouter sur ce que tu as dit, et c'est pareil dans un couple ou dans une équipe, parce que la gestion, l'aspect gestion des émotions, c'est de plus en plus courant au niveau du travail de coaching, particulièrement dans les équipes ou dans les couples, parce que en fait, tant qu'on n'est pas capable de gérer autrefois, on avait tendance, quand les émotions étaient trop fortes, à les mettre de côté, à les ignorer. Or, en fait, en travaillant dessus, et c'est donc pas dans l'idée de contrôle, mais en l'idée de travailler en dessus, de travailler des réponses qui seraient adéquates pour tout le monde, ça permet de faire grandir. Et j'insiste, parce que ça nous concerne tous, aussi bien un couple qu'une équipe que soi-même. Et ça rejoint cette idée. Je me permets de rajouter ce que tu as dit. Oui, merci. Ça donne le sentiment qu'en fait, on y va un petit peu, on va dire, sur la pointe des pieds, hein, sur les émotions, parce qu'on a du mal à comprendre dans les entreprises. Je me souviens d'avoir vu des infographies qui parlaient de la juste empathie, comme si l'empathie tout seul, c'était un peu flippant et qu'il fallait surtout pas aller trop franchement non plus dedans. Ça donne le sentiment que peut-être ça manque un peu dans les entreprises, parce que ça a été traditionnellement un champ qu'on n'a pas abordé, hein, parce qu'il n'est pas très maîtrisable. C'est plus difficile de mettre des KPIs, quoique, parce que c'est ce qu'on fait avec OpenMind. Mais ça donne l'impression qu'effectivement, il y a peut-être une faible connaissance de tout ce vocabulaire et de comment ça se manifeste, de la régulation émotionnelle, etc. On en parle un tout petit peu, si je me permets, parce que ça fait penser au sujet de Psychological Safety et du projet Aristotle chez Google, où on a très clairement montré que les équipes performantes étaient celles où il y avait l'idée de Psychological Safety. Et dans l'idée de Psychological Safety, le terme français ne me vient pas à l'esprit, c'est l'idée... Sécurité psychologique, merci Nicolas. C'est l'idée que, en fait, on est capable d'exprimer certaines choses, on est capable d'exprimer le fait de ne pas être d'accord. Et donc, c'est vraiment, on touche là pour moi à tout l'aspect des émotions, surtout si elles ne sont pas alignées avec les autres et s'il y a des divergences au sein du groupe. Super. Je crois qu'il y a d'autres réactions. Oui, alors moi, j'ai poliment levé la main, mais du coup, je baisse la main et je prends la parole. Tu as bien raison. Surtout que vous ne voyez pas, je ne peux pas voir tout en même temps, mais vas-y. Non, pas de souci, Clarisse. Maintenant, je sais aussi faire ça. Là, je vais rebondir sur une des compétences de coach du référentiel ICF, puisque manifestement, il est partagé là, dans notre espace de discussion, qui est celui de prendre le client là où il est. Voilà, ce qui peut nous demander de faire des super grands écarts parfois. Hein. Et pour autant, de mon expérience de ces presque 15 ans d'accompagnement de leaders et d'équipes, j'observe que c'est là qu'on a toute notre puissance. Alors, j'ai eu la chance de vivre récemment avec Caroline une expérience avec un CODIR, alors même pas un CODIR en fait, une équipe d'ambassadeurs choisis par la direction pour être les porteurs du changement. Donc voilà, magnifique sujet de coaching. Et on peut se passer l'expérience en réalité virtuelle d'ailleurs. Voilà, exactement. Et là, je vais faire des liens entre avant et après les outils OpenMind, en tout cas de mon regard à moi. Il y a effectivement interrogé les équipes autour de qu'est-ce que vous avez envie de vivre ensemble. Et pour cela, merci Florence de ton point sur la sécurité psychologique. Moi, jamais de la vie, je montre ma vulnérabilité si je ne suis pas en sécurité. Ce serait suicidaire hein, dans une équipe. Donc, effectivement, déjà, une équipe qui demande du coaching, ce n'est pas tout à fait toutes les équipes. Donc, il y a déjà des prémices et des choses intéressantes. Pour autant, en tout cas, moi, mon travail de coach d'équipe, c'est de donner la parole et ouvrir l'espace de réflexion à l'équipe
qui vous êtes ensemble comme équipe. Et là, dans l'expérience qu'on a vécue avec Caroline, effectivement, la data vient dessiller le regard de l'équipe. Ah, tiens donc, on est comme ça. Bah là, typiquement, sur le sentiment de performance, les résultats étaient faibles pour tout le monde, hommes, femmes, voilà. Alors que pour tout le reste, c'était plutôt, il y avait de très, très bonnes bases. Et donc, l'équipe s'est rendue compte de ça et s'est dit, bah, en fait, non, il n'y a pas de raison. Donc, se rendre compte, avoir cet espace de se regarder, de discussion, etc. Et après, c'est parti pour autre chose. Le Donc, fameux c'est là que miroir. les outils sont très aidants pour, je dirais, ouvrir, allumer les miroirs, etc. Merci Agnès pour le témoignage. Je vois qu'on arrive bientôt à l'heure dite. Alors, on va peut-être passer au tout dernier biais qui est une petite note d'ouverture, on va dire. On parle de bonheur. Ouais, voilà, on termine sur un peu de plaisir, un peu de bonheur. Donc, le biais autolimitant numéro 4, en prenant la charge mentale des autres, je m'oublie moi-même. Alors, on a mis mitigé. Pourquoi on a mis mitigé? Parce qu'effectivement, en faisant cette étude et en regardant la littérature, on voit que les femmes ont une charge mentale importante, en particulier sur les tâches domestiques qu'elles ont encore massivement, dont elles ont encore plus la responsabilité que les hommes, et ça massivement. Par contre, ce qu'on observe dans nos données, c'est que de manière assez évidente, les femmes ont une orientation au bonheur supérieure aux hommes, donc de 10 points. Donc ça veut dire que leurs sources de bonheur sont plus nourrissantes. C'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de conjoncturel aussi, donc ça peut évoluer. Mais en tout cas, au moment où on a fait les mesures, c'était ça. Et en particulier sur les sources de plaisir. Donc les femmes sont a priori plus à même d'apprécier les plaisirs quotidiens que les hommes. En tout cas, c'est ce qu'ont mesuré nos prises de données. Peut-être pour contextualiser un peu ces deux datas, c'est issu d'un modèle que j'ai montré sur la slide suivante, qui a été mis au point par Martin Seligman, qui est un psychologue américain très connu. Et donc, il a posé une théorie du bonheur, rien que ça. Et en fait, il y a 3 composantes qui permettent de contribuer au bonheur. Les plaisirs, qui sont finalement des émotions éphémères, mais très importantes. C'est ce qu'on appelle le bonheur hédonique, qui ont contribué au bonheur général. Et puis ensuite, le bonheur, on va dire, plus long terme. Donc, l'engagement, dans un premier temps, c'est avoir du bonheur à développer des passions, à développer des compétences sur un sujet, etc., et être pleinement concentré sur une tâche. Pour ceux qui connaissent le concept de flow, en psychologie aussi, c'est en lien avec l'engagement ici. Et puis également le sens, qui est un bonheur encore plus long terme, donc qui est la croyance dans le fait que l'on contribue à quelque chose de plus grand que soi, qui nous dépasse. Donc, ça peut être le bien de la collectivité, enfin, ça peut être plein d'autres choses. Chacun peut un peu construire son propre sens. En tout cas, c'est les 3 grandes dimensions du bonheur dans le modèle qui a été évalué là. Et donc, les femmes ont à la fois un niveau de plaisir plus important que les hommes et un niveau de bonheur général plus important que les hommes également. On en a besoin Voilà. en plus en ce moment, donc il faut encore plus de femmes dans les équipes pour augmenter le bonheur général au travail. Merci beaucoup Nicolas, merci pour toutes ces données et merci à tous pour vos commentaires dans le chat. Je voulais laisser la parole à la fin, pour le petit mot de la fin, à nos intervenantes, à notre table ronde, sur finalement qu'est-ce que vous retenez de tous ces chiffres, de tous ces exemples pour votre pratique. Ça va m'aider pour objectiver certaines choses quand je travaille avec des femmes, parce que le data, ça permet d'objectiver. Et je pense que ça va être très aidant pour les femmes que j'accompagne et pour les hommes aussi,
pour justement ceux qui sont un peu ambivalents par rapport à comment est-ce que je dois et comment je m'ouvre à poser mes émotions. Donc, très, très bonne introduction à tous ces sujets-là qui sont parfois un petit peu difficiles à aborder. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Véronique, parce que tu as largement contribué aussi avec toutes les sessions qu'on a eues pour décortiquer les données ensemble. Je vais dans le même sens que Véronique, avec la sensation que cette étude nous montre aussi finalement que les disparités sur certains sujets, en tout cas, notamment on retient celui de l'empathie, ne sont pas si importantes que ça. Et que finalement, c'est une évolution qui est amenée dans l'organisation à tous les niveaux. Et voilà, ça permet de prendre de la hauteur. Donc, merci à tous. Et j'en profite pour vous dire un petit au revoir, puisque je dois vous quitter tout de suite pour un rendez-vous. Voilà. Merci, Alexandra. Florence, tu auras le mot de la fin. Je vois qu'on a beaucoup de la chance. D'appréciation aussi dans le chat, encore une fois, que je remercie. Je vais dire que moi, ce que je retiens, c'est qu'en travaillant sur la forme d'inéquité homme-femme dont on parle tant, on permet en fait à tout le monde de progresser, que ce soit les hommes comme les femmes, comme la société. Et je trouve ça vraiment super sympa et ça prouve que c'est pas nécessairement aux mêmes endroits, mais on en bénéficie tous. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à des vidéos qui passent beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, si vous l'avez déjà vu. Mais c'est pour montrer la différence de traitement entre les CEO qui sont interviewés et les femmes qui sont interviewées par Sister. Et ça vaut vraiment le coup de voir les hommes répondre aux questions qu'on pose d'habitude aux femmes. C'est assez bluffant, du genre… Génial. Je vous conseille de le regarder et ça montre les histoires de modèles mentaux et ce qu'on peut encore faire évoluer. Mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est qu'on a tous à y gagner en travaillant sur les minorités, que ce soit hommes-femmes ou que ce soit d'autres formes de minorités, il y en a d'autres. Voilà, merci à tous et merci à Open Mind de nous avoir éclairé des données scientifiques qui viennent soutenir cette discussion aussi. Voilà, et merci aux participants pour tous leurs commentaires. Merci Florence. Évidemment, vous aurez les slides. Je vois toutes ces questions-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.